Bonjour, on va commenter les résultats financiers ici de Realty Income pour le troisième trimestre 2023. Il y a quelques jours, on a fait une vidéo sur Realty Income. Donc, la vidéo concernait ici le deal avec Spirit Realty. Donc, on commentait à peu près ce deal-là, qu'est-ce qu'il en est, etc. Qu'est-ce que je pense par rapport à ça. OK, donc la vidéo est sur vous pouvez taper ici Realty Income, Top Invest, vous allez retrouver c'est celle-ci avec l'image, avec le terme faillite ici. On ne parle pas de faillite, d'accord, ou bien de la fin de dividende, non. C'est juste pour le titre ici. Et ici, parce que voilà, d'aucuns pensaient que non, Realty Income, elle va couper le dividende, etc. et diluer les actionnaires. Bref. Dans cette vidéo, on démontre que c'est clairement ici le business model ici des REIT, ok? Donc, le plus important est ailleurs. Ce n'est pas juste l'augmentation de dividendes, etc. En réalité, ce n'est pas un problème tant que les AFFO en termes de volume et en termes de volume et en termes de, voilà, les AFFO en termes de volume et les AFFO par rapport au nombre d'actions ici augmentent dans le temps, ok? Donc, on questionne toujours ici la rentabilité du deal, toujours. Donc, je pense que c'est ce qu'on a fait dans cette vidéo-ci. Alors, aujourd'hui, quand on parle ici des rapports financiers, etc., les résultats financiers du troisième trimestre, première chose, quand on vous parle des net income positifs, etc., ça ne sert à rien. D'accord. Les net income, c'est uniquement sur le plan réglementaire ici parce que la REIT a l'obligation de payer 90% de ce qu'elle gagne en dividendes. L'obligation. Donc, en réalité, quand vous regardez à peu près, quand on vous met 233 millions ici, ça veut dire que Realty Income a l'obligation de payer 233 millions ici, enfin 90% des 233 millions ici en dividendes, c'est l'obligation. Donc techniquement, ce sera aux alentours de 210 millions par là. Donc, si c'est l'obligation, elle n'est pas obligée, elle n'est pas au-delà de 233, ce n'est pas une obligation. OK? Donc, ici, généralement, si elle veut respecter cette réglementation-là, elle ne va pas payer plus que 210 millions ici du point de vue dividende. OK? Mais les REIT généralement payent bien plus que ça, tout simplement parce que cette métrique-ci ne donne pas la véritable rentabilité du business. OK? Donc, s'il vous plaît, ne parlez plus jamais de bénéfice net quand vous regardez les REIT ou bien de payout ratio. Le payout ratio, déjà, premièrement, il faut connaître son calcul. Il faut connaître à peu près la formule du payout ratio. Une fois que vous avez la formule du payout ratio, vous pouvez comprendre que ça ne sert strictement à rien de l'appliquer quand on regarde les REIT. OK? Donc, après, ici, à la limite, normalize FFO ici, c'est quoi? C'est les cash flows opérationnels, d'accord? On va le dire comme ça. Donc, c'est avant la maintenance, etc. Mais encore, dépendamment du type de rate que vous aurez ici, d'accord, vous allez voir que les coûts de la maintenance seront généralement moins élevés. Or, dépendamment des contrats, bien sûr. Ici, les FFO, c'est un terme ici pour faire simple, ce sont les free cash flow. OK? Donc, vous allez voir que la différence entre ces deux éléments-ci, c'est combien? On a ici 739 millions à ce niveau-ci. Et là, on a 721 millions. Ça représente quoi? 18 millions de différence. Donc, en fait, le 18 millions ici sert à peu près à la maintenance, etc. OK? Donc, en réalité, voici les free cash flow de la REIT ici. Ou bien de REIT income, si vous voulez. Donc, c'est ici qu'on paye le dividende. C'est ici, là. Donc, c'est à ce niveau-ci que vous devez regarder le payout ratio. C'est à ce niveau. D'accord? Au niveau des AFFO. Bon, maintenant, quand on parle ici de Achieve Same Store Rental Revenue Growth de 2,2% ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contrats de location présentement en vigueur, ok, ces contrats de location-là ont augmenté de 2,2%. Ok, donc on a 2,2% ici pour les mêmes, enfin, c'est pas de nouveaux loyers, c'est pas des nouvelles personnes, c'est pas des nouveaux locataires, etc. Ce sont ceux qui sont déjà en place en date d'aujourd'hui. Donc on a une augmentation ici de 2,2% par rapport à la même période de l'année premièrement, il faudrait vérifier la périodicité ici. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié. Soit ça sera par rapport aux 3 derniers mois, soit ça sera par rapport à l'année précédente à la même période. OK? À aller vérifier. OK? Maintenant, quand on parle ici de REN, Recapture Rate, ici, ça veut dire simplement que, voilà, les personnes, enfin les locataires qui ont renouvelé ou bien les nouveaux locataires payent 106% de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si le loyer précédemment était à $100, quand on renouvelle les loyers en date d'aujourd'hui, quand on signe un nouveau contrat, parce que les contrats sont généralement sur une période très longue, ok, quand elle signe de nouveaux contrats, ou bien quand elle prend des nouveaux locataires ici, ceux-là vont payer $100 plus 6,9%. Donc, les loyers ont augmenté par rapport à la période précédente, par rapport à l'ancien contrat, si vous voulez. Ok? Et le 6,9% ici, posez-vous la question, est-ce que ça couvre l'inflation? Est-ce que ça va au-delà de l'inflation? Généralement, ici, on va se dire que oui. Alors, donc ça également, c'est une bonne news. Mais si on a par exemple ici un REN Recapture Rate ici inférieur à 100%, ça veut dire que l'ancien locataire payait plus que le nouveau locataire. Donc, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire ici que les biens immobiliers en question ne sont peut-être pas de bonne qualité ou bien il y a un problème quelque part. Ou bien si vous signez ici
des nouveaux contrats de location inférieurs à l'inflation en vigueur en date d'aujourd'hui, ça peut vouloir poser un problème. Il y a peut-être un problème quelque part. Parce que généralement ici, la base, c'est d'abord facturer quelque chose au-dessus de... facturer quelque chose plus le niveau d'inflation actuel. Donc si c'est 100 $ plus l'inflation actuelle, donc si c'est l'inflation à 2%, ça sera 100 plus 2%. D'accord? Donc, on continue. Maintenant, il vous dit ici qu'on a investi près de 2 milliards ici sur 289 propriétés, etc. Concernant, ça peut être des développements ici, des expansions. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est la partie 6,9%, le cash yield. Donc, c'est-à-dire que si on a dépensé 100 $ pour avoir un bien immobilier, ce bien immobilier-là nous rapporte par an 6,9 $. OK? Donc, si on a dépensé 100 $, ça nous rapporte à peu près 6,9 $. Donc, le 2 milliards qu'on a dépensé ici, le 2 milliards investi, OK? On considère ici, on l'a investi ici pour que ça nous rapporte à peu près au minimum 138 millions, qui représente à peu près 6,9% ici de 2 milliards en question. Maintenant, on vous dit ici que sur ce point-ci, on a levé à peu près 885 millions ici en émettant de nouvelles actions, etc. à un prix de 58,58%. 58,58 $. Alors, moi, le 58,58 $, c'est bien, mais ce qui m'intéresse avant tout derrière, c'est savoir, ça nous a coûté combien? C'est pas que ça nous a coûté 58, il faut penser en termes de pourcentage. Or, nous avons une rate ici qui génère à peu près des AFFO de 4 $ ici par action. 4 $ par action divisé par 58,58, ça représente combien? 6,8%. 6,82%. Donc, c'est-à-dire qu'en levant du capital ici, ça nous a coûté 6,82%. Alors, on va s'arrêter là. Si on a levé de la dette du capital ici, d'accord, à un coût de 6,82%, le capital en question, qu'est-ce qu'on va faire avec? Si c'est pour repayer une dette qui a un taux d'intérêt de 1%, on perd de l'argent. Parce que techniquement, on a dépensé 6,82% pour repayer quelque chose qui nous coûtait à peu près 1%. Donc, on va perdre de l'argent. Mais si on lève du capital ici pour faire une acquisition, par exemple, de l'orgue ici, qui nous rapporte à peu près un cash yield, disons de 7%, on va créer 0,2% de valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez l'image? OK. C'est de ça qu'il s'agit quand on regarde ce genre de choses-là. Donc maintenant, le 885 millions ici, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Peut-être que ça fait partie ici d'une première levée de fonds ici pour le deal qu'on va avoir à faire ici par rapport à Spirit. Mais vous vous rappelez que Spirit, c'est 4 milliards à peu près pour le deal et 4 milliards en actions uniquement. Donc, c'est-à-dire que ça ne va pas suffire. On est d'accord. OK? Donc, on va avoir tendance à lever on va avoir tendance à lever également du capital ici. Pour le moment, le deal est encore en cours. Il n'a pas encore été validé complètement. Donc, je pense que c'est au premier trimestre 2024 par là. Donc, le deal n'a pas encore été validé. Donc, les résultats actuels ne prennent pas en considération les deux entreprises combinées. OK? Mais ça prend en considération aussi les frais liés ici aux acquisitions, etc. Donc, on paye généralement ici des bureaux spécialisés ici pour pouvoir faire des recherches, etc. pour vérifier à peu près un certain nombre d'éléments avant de faire une acquisition. Donc, ça prend également de l'argent. OK? On continue. Alors, maintenant, on vous dit ici qu'on a levé à peu près, ça c'est important pour moi, d'accord? Quand on lève du capital, ça c'est de la dette, 4,87%, d'accord? Avec échéance 2030 et 5,5, ça c'est en euros, la devise est importante, à 4,87%, et ici 550 millions d'euros à 5,1%. Je rappelle que c'est une compagnie américaine. Donc, quand elle lève la dette ici en euros, prêtez attention. Ici, c'est 5,1% avec échéance 2034. Ce qui veut dire que ici, quand on met 5,1% ici, ça serait difficile ici pour moi de penser que le cap rate de cette compagnie ici, aujourd'hui, pourrait être au supérieur à 20 fois les bénéfices. OK? 20 fois les bénéfices, c'est 5%. OK? Donc, quand on dit ici, quand je dis cap rate à 20 fois les bénéfices, le cap rate pourrait être supérieur à 5%. Enfin, inférieur à 5%, excusez-moi. Parce que quand le cap rate est inférieur ici, les multiples de valorisation augmentent, c'est simple. Voilà, je vous mets le calcul ici, OK? Donc, admettons ici qu'on a, voilà, on s'endette ici à 5,1%. On va mettre ça comme ça, 5,125. Ça veut dire ici que voilà, c'est à peu près un multiple ici de 20 fois les bénéfices par là. Donc, ce qui veut dire qu'il sera difficile de payer à peu près 20 fois les bénéfices ici parce que la dette en elle-même ici vous donne déjà une information par rapport à ce qu'un banquier est prêt à donner aujourd'hui à quel taux d'intérêt, même si ça prend en considération la situation du moment. OK? Donc, c'est-à-dire que si je dois évaluer cette compagnie, si je sais déjà que je ne vais pas payer plus de 19 fois les bénéfices. Et encore, il faut se garder une certaine marge de manœuvre. Donc, il y a une grande chance qu'on soit aux alentours ici de 17 fois les AFFO.
Parce que quand vous allez m'entendre parler de bénéfices sur les rates, moi je parle de AFFO. D'ailleurs, même je parle toujours de free cash flow. Donc, c'est la même chose. Donc ici, le cap rate sera aux alentours de 5,88%. Ce n'est pas plus élevé, c'est plus élevé que ça en réalité. Ça ne veut pas dire qu'on gagne plus d'argent ou quoi que ce soit. Mais en fait, on se garde une marge de manœuvre ici entre les deux. OK? Plus c'est élevé, moins vos biens immobiliers valent quelque chose. Plus c'est élevé, moins les multiples de valorisation sont élevés. Vous pouvez essayer. Si on a un cap rate ici de 5%, ça veut dire quoi? On se négocie à quoi? 20 fois les biens. On peut se négocier à 20 fois les AFFO. Si on a un cap rate ici de 10%, ça veut dire quoi? On peut se négocier ici à 10 fois les AFFO. Simple. Alors, ce qui m'intéresse également ici, c'est la maturité de la dette. 2030, 2034 ici, c'est bien. Donc, c'est à peu près une dette ici. Si on peut se dire que c'est du long terme, c'est quand même 7 ans pour ça. Et ici, on a à peu près 11 ans. C'est une bonne chose. Et ici, on constate que le niveau d'endettement par rapport aux EBITDA ajusté ici de la vente des biens immobiliers, ajusté également ici de la dépréciation d'actifs, ok, est de 5 points. L'EBITDA commun que vous aurez généralement sur les plateformes comme Coifin, etc. Je pense que l'EBITDA moyen, ça aux alentours, ça prend en considération uniquement ici ça ne prend pas en considération les variations exceptionnelles. Ok, c'est les éléments exceptionnels. Donc, ça peut être parfois moins élevé. En tout cas, il faut aller regarder à l'intérieur. Le plus important pour moi, c'est qu'on reste en dessous de 10 fois les EBITDA. Et encore, quand je dis 10 fois, c'est déjà assez élevé. Hein. Donc, il faut toujours aller au cas par cas, voir à peu près quelle est la maturité moyenne de la dette. Parce qu'essentiellement, les rates, c'est l'étude des bilans. Ok, on ne peut pas juste regarder une rate du point de vue de dividende, etc. C'est la pire des manières pour évaluer une rate. Ok, on ne commence pas par là. Il faut commencer par la qualité des actifs avant de remonter. Ok, parce qu'à la fin de la journée, si les actifs ne sont pas de bonne qualité, le taux d'occupation est mauvais, la dette est mal ficelée ici, voilà, la rate, ça ne va pas aller très très loin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici à rajouter? Après ça, c'est le blabla général, etc. On vous mentionne ici que actuellement, on a près de 4,5 milliards ici de liquidités. 4,5 milliards de liquidités. Donc, dans le 4,5 milliards ici de liquidités, on a à peu près 3,4 milliards ici enfin, on appelle ça généralement ici, c'est de l'argent, c'est un prêt bancaire qui n'a pas encore été consommé, on va le dire comme ça. C'est souvent un mélange des deux, etc. OK, donc c'est un prêt bancaire qui n'a pas encore été consommé. OK, donc ici, on a sur 4,25 milliards ici de crédit possible. On n'a pas encore utilisé 3,4 milliards. OK, donc on a utilisé à peu près déjà 850 millions par là. Donc il nous reste encore une liquidité de 3,4 milliards. OK, en supplément de ça, vous avez également ici, ils ont levé ici du capital de l'orgue ici de 750 millions. Ça n'a pas encore été matérialisé, ce n'est pas encore matérialisé. C'est un contrat qui a déjà été signé. Donc, à la longue, ils vont avoir tendance à récupérer ce capital. Alors qu'il faut voir à peu près, le capital a été levé ici à quel prix? Je pense que c'est un prix moins élevé que ça. Vous allez voir que la combinaison des deux va vous donner à peu près 56 à peu près 56 $ ici par action. Donc, le cap rate sera encore beaucoup plus élevé que ça. Donc, ils ont payé à peu près 7% pour les deux dettes. Donc, pour les deux levées de fonds ici. OK? Celles qui sont présentement là. OK? Donc, ça va donner à peu près plusieurs milliards. Enfin, on aura à peu près des éléments ici aux alentours. Ça donne à peu près ça dépasse à peu près les 1,5 milliard. Donc, dans la liquidité. Donc, après ça, quand on ajoute ici toutes ces liquidités-là, on a à peu près 4,5 milliards par là. OK, le 4,5 milliards ici nous permet ici de soit repayer la dette, soit refaire des acquisitions, etc. Mais ce n'est pas le 4,5 milliards qui sera utilisé pour faire l'acquisition de Spirit. Dans Spirit, on vous a dit que ça sera uniquement en action. Or, dans ce montant-ci, vous allez trouver à peu près aux alentours ici de, on va se dire, 1 milliard et 100 millions ici en action uniquement. OK, on continue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Le FFO a augmenté 2,99 sur les 9 derniers mois. En termes de AFFO par action, on a à peu près 2,99. En termes de volume, qu'est-ce qu'on a? 2 milliards 43,8 millions contre 1 milliard 767 millions précédemment. Donc, une augmentation en termes de volume. Une augmentation également ici en termes de AFFO par action. Très bien pour nous. Mais n'oubliez pas, petit 2, il faut vérifier toujours que le AFFO ici prend en considération certains éléments qui ne sont pas, voilà, techniquement, ça prend en considération des ajustements. OK? Donc, je pense que c'est cette partie-ci qu'il faut lire. D'accord? Donc, ça ne prend pas en considération des frais liés à l'intégration ici de Verate. Et très souvent, les frais liés à l'intégration de Verate, on peut avoir des frais d'intégration pendant très très longtemps. Donc, il ne faudrait pas que ce soit récurrent. OK? Donc,
On continue maintenant. Il y avait un deal ici avec, vous savez, Cineworld avait fait faillite. Donc, Cineworld a fait faillite ici. Ça représente à peu près 1,1% du portfolio global ici de location. Donc, c'est-à-dire que techniquement, Cineworld leur devait de l'argent. Or, quand une entité fait faillite, ça ne veut pas forcément dire que la REIT va faire faillite. OK? Parce que ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les loyers représentent des obligations. D'accord? Le loyer est une dette senior. Donc, c'est-à-dire que si on fait faillite présentement, moi, ton bailleur, j'ai une obligation. Je viens en priorité par rapport à certains autres créanciers. Et les actionnaires sont les derniers. OK? Ils ont dû trouver un deal ici de telle sorte que simple. Hein, tout l'argent que Cineworld leur devait ici, ils vont pouvoir le récupérer. Et Cineworld va rester leur client parce que Cineworld ici, voilà, vu qu'ils sont allés en bankruptcy, etc., les créanciers ont dû reprendre ici l'entreprise au complet parce que l'entité en elle-même, Cineworld, va continuer à exister. Elle a juste restructuré sa dette, etc., de telle sorte que, voilà, les actionnaires ici ont été, enfin, on va dire s'ils ont perdu tout leur cash. OK, donc maintenant l'entreprise appartient à ses créanciers et c'est une nouvelle entité qui va exister ici aujourd'hui, qui aura peut-être moins de dettes, donc avec la capacité d'être rentable. Et ici, elle reste toujours locataire ici de Realty Income. OK, dans tous les cas de figure, tout ce que ça veut dire ce bavardage, ça veut dire que il reste nos clients, ils ont un bilan financier plus solide que précédemment, mais maintenant, l'argent qu'ils nous devaient précédemment, on va pouvoir le récupérer également. Bref, je vous laisse aller lire ça. Bon, alors, concernant la croissance dividende, etc., c'est la partie qui ne m'intéresse pas du tout. C'est pas parce que le dividende n'est pas important, etc. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est d'acheter leur compagnie ici avec un rendement des AFFO supérieur à 8% par là. Et je sais que le dividende prendra soin de lui parce que le dividende n'est que le résultat ici d'un AFFO croissant et positif dans le temps. Donc, si on augmente ici le dividende, ça veut dire ici que le AFFO également doit au moins augmenter dans le temps. Donc, voilà. So, je vous laisse aller lire ça parce que je sais qu'il y a des spécialistes pour ce genre de choses. Alors, concernant ici, excusez-moi, le portefeuille, quand on regarde une rate, il faut souvent aller regarder le type de contrat qu'on a. Les contrats de location en question, ils sont signés sur une longue période de temps. Sur combien d'années? Parce que toutes les rates ne sont pas logées à la même enseigne. OK? Ici, on a à peu près des loyers moyens ici aux alentours, enfin la durée des loyers moyens ici, c'est aux alentours de 9,7 ans. Donc, on a une visibilité. OK? On a une certaine visibilité. Le portfolio de location en question, il est loué à combien de pourcents? 100%, 95%, 90%. Ici, on voit qu'avant, on était à 99%. Aujourd'hui, on se retrouve à 98,9%. OK? So, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça a diminué? Également, il y a un pourcentage ici du portfolio qui est peut-être mis en vente aujourd'hui, donc ça ne rend que plus à ce niveau-ci. Mais 98,9%, c'est quand même beaucoup. C'est toujours assez élevé. Après ça, il y a tout ce blablabla ici, les leases, etc. Je vous laisse aller regarder ça. Donc ici, on a parlé ici du REN Recapture Rate ici, on en a parlé. Ça, c'est pour les nouveaux locataires. OK? Et ici, quand on prend la moyenne, ça c'est la moyenne par rapport au dernier trimestre. Voilà. Donc, quand on prend le trimestre précédent, donc entre le deuxième et le troisième trimestre, ceux qui ont signé de nouveaux contrats de location ici, le contrat de location moyen ici est supérieur à 6,9% par rapport à l'ancien contrat. Sur les 9 derniers mois, entre le mois de septembre 2023 entre le premier trimestre et le troisième trimestre ici, donc depuis le mois de janvier ici, c'est une moyenne de 4,3%. L'essentiel, c'est de voir ici, est-ce que c'est supérieur ou inférieur à l'inflation, le montant en supplément. Donc, dès le moment où on a 100% et plus, maintenant, regardez ici le 4,3%, est-ce que ça couvre au moins l'inflation? Si c'est même supérieur à l'inflation, tant mieux. Mais il faut également regarder s'il y a une accélération. Et on peut voir ici que sur les derniers mois, il y a une accélération. OK? Voilà, on aime ça. Bon, après, ici, vous allez à peu près la durée moyenne des nouveaux contrats, etc. Je vous laisse aller voir ça ici. Donc, les nouveaux contrats signés, etc. Donc, voilà la durée moyenne des nouveaux contrats. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore citer? On peut encore donner ici comme information. On a parlé de liquidité, etc. Les guidance ici sont maintenus. Les rates sont à peu près prévisibles. Hein. Donc, techniquement, ce serait vraiment étonnant de voir que les guidance ici sont réduites. Sauf, par exemple, par rapport au nombre d'actions ici mises en circulation, ça peut avoir un impact. Mais là, on a 3,98 ici. Précédemment, on avait 3,96 le minimum. Moi, j'aime toujours regarder le minimum. D'accord? Si au moins on atteint le minimum, tant mieux. OK? Donc 3,98, c'est déjà une bonne chose. À 4,1. Il y a de grandes chances qu'on dépasse le 4,1 ici. So, on continue. Quel autre élément on pourrait rajouter ici? Je pense que c'est à peu près correct. Hein? C'est à peu près tout. Donc là, on va à peu près rentrer dans les rapports financiers de la compagnie. Parce que je vous dis toujours une chose, les rates, c'est l'étude du bilan. OK? Moi, j'aime bien voir ici, généralement, j'aime bien regarder la dette uniquement. Bah, pas uniquement, mais j'aime bien regarder la dette en particulier. OK? Donc, je vois ici que l'EBITDA ici couvre la dette à peu près à 4 points. Je pense au troisième trimestre ici, vous
Vous avez cet élément-ci. Voilà. Ça, ce sont les covenants. Covenants, ça veut dire quoi? Si l'entreprise ne respecte pas ces conditions, si la dette devient exigible, j'en ai parlé ici sur la dernière vidéo avec Clépierre. Et je sais que d'aucuns ici, il y a toujours des gens qui m'ont dit sur Clépierre que oui, mais le payout ratio est trop élevé. Regarde les FFO au moins. J'ai souvent l'impression que les gens ne prennent même pas la peine d'écouter la vidéo. Dès qu'ils regardent, oh, le dividende a baissé, non, bye. Le dividende a baissé, pourquoi? Et à quel niveau par rapport à la période précédente? On est à quel niveau en date d'aujourd'hui? Donc, allez toujours un peu plus loin que ça. C'est le pourquoi qui compte. C'est pas juste de constater les faits aujourd'hui. C'est toujours le pourquoi qui compte. OK? Bref, on a ici les covenants. OK? C'est simple. Ici, on dit ici que la dette ne doit pas dépasser 60% ici des actifs. D'accord? Ici, on a 39,7%. Donc, on a encore de la marge de manœuvre. OK? Et on dit ici que par rapport aux actifs, la dette sécurisée doit être inférieure à 40% des actifs. On a 1,7%. Très bien. On a encore une assez bonne marge de manœuvre. Maintenant, on dit ici que Debt Service and Fixed Charge Coverage. Ça veut dire quoi? Donc, quand on parle de Fixed Charge Coverage ici, c'est à peu près simple. Hein, le calcul ici, je pense que c'est pour une rate, c'est je pense qu'ils vont mettre plutôt FFO plus la dette en date d'aujourd'hui divisé ici par divisé par la dette plus les intérêts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire ici que quand on prend les FFO en question, on peut repayer la dette sur les 12 derniers mois ici, en cours, 4,5 fois. OK? Si on peut repayer la dette, donc ça veut dire qu'on n'aura pas de problème d'endettement cette année-ci. Maintenant, il faut toujours essayer de regarder le forward de ce montant-ci. Donc, ça veut dire que sur les 12 prochains mois. D'accord? Et il y a de grandes chances également que ce soit à peu près supérieur. Alors, maintenant, tout ce qui concerne ici, maintenance of unencumbered asset. Voilà, c'est un gros terme ici pour juste dire ceci. OK? Le pourcentage global, vous voyez la taille, les actifs globaux ici, d'accord? Les actifs globaux, d'accord? La dette sécurisée, la dette non sécurisée ne doit pas dépasser 1,5 fois la valeur des actifs globaux. Enfin, doit toujours être inférieur à 1,5 fois la valeur des actifs globaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que si mes actifs sont de 100 millions, d'accord? Si mes actifs sont de 100 millions, ok? Ça veut dire ici que je ne peux pas avoir une dette supérieure à... Je ne peux pas avoir une dette ici supérieure à 66 millions. Enfin, je dois avoir ici une dette, donc la dette ici non sécurisée, inférieure à 66 millions. Pourquoi 66 millions? C'est simple. Mes actifs valent 100 millions. OK? Mes actifs valent 100 millions. Je dois toujours être supérieur à 1,5 million, 1,5% ici. Enfin, 1,5 ici, c'est 150%. D'accord? Donc, si c'est supérieur, donc mes actifs ici ne doivent pas aller au-delà de... Ça ne doit pas aller au-delà de 66 millions, donc en dessous de 66 millions. Donc, imaginez que j'ai 100 millions, j'ai peut-être 50 millions de dettes non sécurisées. Ça dépasse largement ici. Donc, ça représente ici 200% ou bien x2. OK? Ici, vous voyez littéralement ici que quand on prend la taille des actifs globaux, et quand on prend les actifs globaux ici, il faut prendre en considération, enlever ici cette partie-ci. On va regarder ça. Où est-ce qu'on a ici? Voilà. OK. Voilà. Donc, vous prenez la valeur globale sans la dépréciation. Vous prenez le 48 milliards ici, divisé par le 48 milliards ici en numérateur, et en dénominateur ici, vous avez ici les actifs, la dette non sécurisée. La dette non sécurisée, je pense qu'on a une vingtaine de milliards par là. Donc, ce qui veut dire que quand on va calculer les deux ici, on aura un ratio ici de 2,7, 2,5 ici. Donc, ce qui va nous ramener ici à 275%. Enfin, c'est ce qui est mentionné ici, mais voilà, c'est à peu près ça. OK? Donc, le plus important, c'est de voir qu'il respecte toutes ces conditions sont respectées. Toutes les conditions sont respectées. Et c'est ça le plus important. OK? Mais maintenant, ici, vous pouvez voir ici comment est-ce qu'est échelonné la dette dans le temps, etc. Les différents investissements qu'on a fait ici, ainsi que les cap rates moyens ici de ces différents investissements-là. Vous voyez ici que quand on investit ici, cette entreprise ici investit pour des rendements de 7% en moyenne. En tout cas, au Q1,
2023, c'est en moyenne 7%. Au Q2 2023, 6,9%. Au Q3 2023, ici, c'est 6,9%. En moyenne, depuis le début de l'année, on a à peu près 6,9%. Par rapport aux investissements qu'on a eu à faire, c'est des cash lease yield ici. Donc, ça veut dire que c'est pour nous, les investissements en question nous rapportent à peu près des rendements aux alentours de 6,9%. Maintenant, le plus important, c'est de voir combien est-ce qu'on a, si on a dépensé ici à peu près le coût de la dette est aux alentours de 5% à 6% par là. Bien si c'est en dessous de 6,9%, on gagne de l'argent. Ça crée de la valeur pour l'actionnaire. OK. Après ça, vous avez d'autres éléments ici par rapport aussi au type de propriété, le locataire qu'on a. Par exemple, quand je vois Walgreens, par exemple, je vais vous dire une chose. Quand je vois le top de le top ici de nos clients, Walgreens pour moi reste une entreprise, quand je regarde, c'est une entreprise qui qui est en difficulté par rapport à son business model. OK, donc il représente quand même 3,9% du portfolio ici, donc ça peut être un danger. Elle a les moyens de payer, hein, faites attention, mais le business model de Walgreens ici est en train de changer. Donc au mieux, elle va peut-être se faire acheter, ou bien elle va peut-être se transformer ici à la CVS. OK, je n'en sais rien, mais pour le moment, ils ont les moyens de payer, ces loyers ici. Mais la question qu'il faut se poser derrière ici, c'est si Walgreens dégage, est-ce qu'on va pouvoir relouer ses actifs? Il y a de grandes chances que oui. Et enfin, quand je dis il y a de grandes chances que oui, il faut vraiment regarder l'historique même de la compagnie par rapport à ce type d'actifs-là. OK, on a tendance ici à privilégier ici des actifs qualitatifs et vous pouvez regarder ça ici par rapport au taux d'occupation. Après, vous avez Dollar General, Dollar Tree, 7-Eleven, ce sont des entités qui ne vont pas disparaître, FedEx, etc. Donc, c'est assez correct. Ici, vous avez CVS Pharmacie, etc. Après, on vous met ici les différentes industries, les différents secteurs ici qu'on a. On a les grocery stores. Donc, c'est important dans le sens où, là, on sait que grocery store ici, c'est la consommation non discrétionnaire. Donc, on est obligé de dépenser de l'argent. Convenience store ici, je pense que c'est un peu des trucs comme... vous voyez quand vous allez à peu près dans les stations-service, ce genre de choses-là, il y a toujours une boutique quelque part par là. OK, Dollar Store ici, voilà, eux, ils vont avoir tendance à bien se comporter en période difficile. Drug Store, les médicaments, etc., c'est bien. Home Improvement, dans Home Depot, etc. Bon, ça, on peut avoir un certain ralentissement ici, mais voilà, il faut toujours voir ici que ça dépend ici de qui loue nos actifs. OK, donc vous voyez ici également l'évolution de ces différents clients. Vous voyez qu'on a de plus en plus de groceries, etc. Donc peut-être que ça veut dire ici qu'on favorise de plus en plus ce type d'actifs et qu'on a de moins en moins de health and fitness. C'est très discrétionnaire ici. Ça veut dire ici qu'on veut de moins en moins ce genre d'actifs dans nos portefeuilles. OK, bref, automotive service, ça peut être également ici des concessionnaires ou bien des garages, etc. Bref, on a un portfolio assez diversifié ici, assez non discrétionnaire en mon goût. Après, vous pouvez voir ici le genre d'industrie qu'on sert ici en majorité. Bref, faites le tour. Vous avez également ici la diversification géographique. En tout cas, il y a beaucoup de choses à regarder. Ce document, il est très bon. Il est très, très bien. Ça peut vous donner des idées générales ici. Comment est-ce que vous pouvez évaluer une rate, etc. C'est très important, tous ces éléments qu'on a mis ici. Le type de propriété. Ça veut dire ici que quand on regarde Realty Income, c'est quel type d'actif ici? On a à peu près, est-ce que c'est un retail rate? Non. Majoritairement, c'est un retail rate, mais il va être plutôt considéré ici comme une rate diversifiée parce qu'elle a un peu d'industrial. Le gaming ici, c'est encore un secteur spécialisé, on va le dire comme ça. Mais majoritairement, elle est... quand on regarde ici, majoritairement, ici, c'est une retail rate. C'est quand même 82% du portefeuille. Mais de plus en plus, on va dans industrial rate. OK? Donc, ce segment-ci a le vent en poupe. Ce segment-ci, il est plutôt mature. Donc, tout dépend ici de la qualité des actifs que vous avez. D'accord? Le segment retail ici. Et en plus, c'est quel type de retail? D'accord? Est-ce que c'est du freestanding? Est-ce que ce sont des malls, etc.? Ou est-ce que c'est du multi-tenant? Mais je pense vraiment que c'est single-tenant généralement. Donc, voilà, ça peut être ici... C'est vraiment un type d'immobilier commercial qui a tendance à bien se comporter, dépendamment de la location, du positionnement ici, du bien immobilier en question. Bref, 30 minutes de bavardage ici. Je vous encourage ici à aller lier vos rapports financiers comme d'habitude. Hein. Comme je l'ai dit, en lien de la description de la vidéo ici, vous avez le service Top Premium Plus qui inclut une formation sur les rates qui est disponible en date d'aujourd'hui. Si vous voulez apprendre à analyser les rates, apprendre à maîtriser les rates également ici, c'est comme ça que ça s'appelle. La formation en question, donc on fait un 360 ici, on étudie l'entreprise, qu'est-ce qu'on les questions qu'on va poser quand on va regarder ce type d'actifs-ci, au niveau de la dette, au niveau du type d'actifs, etc. D'accord? Ça vous intéresse, c'est inclus dans le Top Premium Plus et la promotion présentement se termine le 10 du mois de novembre. OK? L'étude des rates, c'est essentiellement l'étude du bilan. OK? Il faut regarder le secteur d'activité également. C'est pas pour rien que je passe beaucoup de temps dessus. Sinon, on va pas venir s'asseoir pour parler de AFF. Or, quand on a déjà fait ça une fois, maintenant, il faut regarder en profondeur. Oui, le prix baisse, mais le prix baisse pourquoi?
les taux d'intérêt augmentent, l'entreprise se finance comment généralement? Quand vous prenez 90% ici des bénéfices nets en dividendes, vous pensez qu'elle va se financer comment? En émettant de nouvelles actions. Le plus important, c'est de voir la variation des FFO. J'en ai déjà parlé précédemment. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, jusqu'au 10 du mois de novembre, le lien est dans la description de la vidéo et on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.